Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La plateforme de financement des PME, Florence Vasilescu, CEO et fondatrice de Firm Funding à Paris. Je me suis intéressée à comment donner accès à ces sociétés à d'autres sources de financement. Et en fait, au même moment, c'était développé ce qu'on appelle la dette privée. Donc, en résumé, c'est la dette non bancaire. Donc, c'est la dette qui est prêtée par d'autres établissements que les banques. Quelques années auparavant, le code des assureurs et des mutuelles avait été assoupli pour leur permettre de prêter en direct à des sociétés. Et elles avaient commencé à mettre en place ce type de financement. C'est après avoir travaillé à l'autorité des marchés financiers, à la direction des émetteurs pendant quelques années que Florence s'est rendue compte qu'il y avait un potentiel à développer. Plus la société est de petite taille, moins elle a accès à des solutions différenciées de financement. Elle a donc créé Firm Funding, le site de rencontre du financement par dette privée qui met en relation des investisseurs professionnels, family office, sociétés de gestion, avec des PME en recherche de financement de type dette privée. Florence nous livre de manière très ouverte tous les dessous de sa société, la plateforme, la chaîne de valeur, les différentes parties prenantes, la stratégie à 3 ans et le développement technique. Il y aura un petit focus réglementaire également sur cette activité non réglementée par l'AMF et bien entendu les aspects transactionnels. Vous serez donc incollable sur la dette privée à l'issue de cet épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Florence. Bonjour Solène. Merci d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui sur FinScale. Merci à vous. Alors, avant qu'on commence, j'avais un petit mot pour Gaëlle qui a très gentiment envoyé il y a quelques semaines un petit WhatsApp à son amie Florence. Donc merci Gaëlle si tu nous écoutes. Merci Gaëlle. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de Firm Funding, la société que tu as créée. J'aimerais, avant qu'on commence, que tu te présentes à nos auditeurs et que tu nous expliques. Alors c'est très important. Ton expérience chez le régulateur et comment tu es passé d'un job chez un régulateur à monter ta boîte. Ça m'intéresse. Alors, c'est vrai que c'est pas très courant. Effectivement, moi, j'ai un parcours banco-régulateur, on va dire, parce que j'ai commencé en banque d'affaires. Je travaillais chez JP Morgan en fusion-acquisition. Ensuite, j'ai travaillé à la direction financière de Crédit Agricole CIB, où je m'occupais à l'époque des prévisions de ratio de solvabilité quand on a mise en place de BAL 2. Donc, c'est un peu technique, mais c'est ce qui a permis après la crise en fait, de commencer à bien mieux calculer les encours et les risques que prenaient les banques et d'éviter des situations subprime comme on l'avait connu. Et ça, c'était en France ? Et ça, c'était en France. Ouais, je suis revenue en France quand j'ai travaillé sur ce sujet. Et ensuite, j'ai effectivement fait un passage assez long à l'autorité des marchés financiers, à la direction des enquêtes, puis à la direction des émetteurs. Et la direction des émetteurs, c'est la direction qui s'intéresse au financement des entreprises et notamment aux introductions en bourse, levée de fonds et autres. Et en fait, à ce moment-là, je me suis intéressée au financement des PME, puisqu'en fait, j'ai fait le constat que plus une société est de petite taille, moins elle a accès à des solutions différenciées de financement. Et je trouvais que c'était assez injuste et très dommage, puisque au final, ce sont quand même ces sociétés-là qui, en se développant, créent des emplois, font vivre les territoires. Et je me rendais compte que la bourse était malheureusement pas forcément une solution adaptée pour toutes ces sociétés-là, parce qu'elles n'avaient pas forcément les épaules, pas forcément la taille pour aller se coter, puis qu'elles n'avaient pas forcément envie de se diluer non plus. Enfin voilà, il y avait des tas de sujets qui faisaient que c'était pas évident pour elles d'accéder à cette source de financement. Et donc, je me suis demandé comment je pouvais faire pour aider ces sociétés à accéder tout de même à du financement de développement. Et c'est des sociétés qui sollicitaient l'AMF ? Pas forcément, parce que la plupart du temps, elles se disaient que c'était effectivement qu'elles étaient trop petites pour pouvoir accéder à ces solutions de financement via la bourse. Mais certaines, effectivement, sollicitaient. Et puis, on se rendait compte au cours du process qu'en fait, c'était trop long, trop compliqué, trop coûteux pour la société. Et que donc, c'était pas possible d'aller au bout. Voilà. Et donc, je me suis intéressée à comment donner accès à ces sociétés à d'autres sources de financement. Et en fait, au même moment, c'était développé ce qu'on appelle la dette privée. Donc, la dette privée, qu'est-ce que c'est ? En résumé, c'est la dette non bancaire. Donc, c'est la dette qui est prêtée par d'autres établissements que les banques. Et notamment, quelques années auparavant, le code des assureurs et des mutuelles avait été assoupli pour leur permettre de prêter en direct à des sociétés. Et elles avaient commencé à mettre en place ce type de financement. D'accord. Et donc, mon idée, ça a été de me dire pourquoi on ne développerait pas un outil qui permette à ces assureurs et ces mutuelles, via les sociétés de gestion au travers auxquelles elles confient les fonds pour les investir dans les sociétés, de leur donner accès à d'autres typologies de sociétés, et notamment les PME.
D'accord. Voilà. Et donc, effectivement, je suis passée de régulateur à start-upeuse. Incroyable. Parce que j'ai quitté l'AMF pour créer Firm Funding, qui est donc une plateforme digitale, puisqu'évidemment, le digital est un outil phare et clé pour permettre ce type de rencontre entre des investisseurs professionnels et des PME qui savent à peine que ces investisseurs-là existent et qui donc les rencontrent via la plateforme. Super. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Si vous entendez des bruits d'assiettes, c'est qu'on est en train d'enregistrer dans un bistrot voilà. à Neuilly-sur-Seine. Ok, écoute, c'est très clair. En effet, c'est assez spécial de passer du régulateur à start-upper. Ouais. Je vais quand même te demander ce que ça t'a fait d'un point de vue même environnement de travail, de passer de ces deux environnements, l'un étant très normé, très organisé, à finalement, j'imagine, toute seule, à lancer ton affaire. Comment tu as vécu ce moment-là ? Alors en fait, je crois que quand on crée sa boîte, il y a une forme d'inconscience, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout conscience de toutes les difficultés qu'on va rencontrer, de toutes les problématiques liées à la création d'une boîte. On a une idée, on se dit c'est génial, il faut y aller. Et fort heureusement, finalement, je crois qu'il y a des tas de questions qu'on ne se pose pas, parce que je pense que sinon, il y a plein de gens qui ne montreraient jamais leur boîte. Donc, on se retrouve effectivement du jour au lendemain, tout seul chez soi. On se fait son café le matin et on se dit tiens, j'ai plus mes collègues. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est vraiment un passage assez particulier. Mais que moi j'ai très bien vécu parce que j'étais convaincue que j'allais développer quelque chose qui allait vraiment servir l'économie réelle et servir les PME. Mais c'est vrai que c'est un moment assez complexe. Ok, écoute, tu as l'air de bien l'avoir. Oui, parce qu'aujourd'hui on est 7 personnes dans Firm Funding. J'ai fait 2 levées de fonds, donc voilà, je ne suis pas restée seule très longtemps. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est important parce qu'en fait, on apprend jamais mieux qu'en échangeant. Et donc, moi, je l'ai monté seule un peu par la force des choses parce que j'avais eu cette idée et puis que j'avais envie de le faire vite, etc. Mais j'étais très contente après de m'entourer assez vite d'associés et de partenaires. Oui, tout à fait. Moi, je te rejoins parce que c'est une expérience que j'ai vécue et le fait d'être tout seul, j'ai trouvé ça vraiment très difficile. Hein. C'est difficile et puis moi, c'est pas ma nature. C'est-à-dire que moi, j'aime l'échange, j'aime progresser au contact des autres et donc j'avais vraiment besoin de ça pour avancer. Ok, écoute, merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, tu parlais de la dette privée. Très franchement, moi, je connais mal parce que j'ai mon expérience plutôt sur les marchés financiers. Donc, je connais les émissions obligataires, on va dire, plus traditionnelles. Côté, ouais. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être de façon un peu plus approfondie de quoi on parle, de quel type d'oblig on parle, ce que ça représente, qui sont les émetteurs ? Alors, la dette privée, en fait, c'est comme le marché coté obligataire, sauf que c'est pas coté. Hein. Donc, en fait, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire que d'abord, c'est une émission de titre de créance. Donc, le titre de créance, qu'est-ce que c'est ? C'est un titre remboursable, hein, donc avec un certain nombre de modalités, donc typiquement un taux d'intérêt, une maturité, un mode de remboursement. Alors, la spécificité de l'obligataire, c'est que généralement, il est remboursable in fine. Donc, en fait, vous percevez en tant qu'investisseur uniquement les coupons, donc le taux d'intérêt, et le remboursement s'effectue à la fin. Voilà. Alors, sur les marchés cotés, tout le monde peut souscrire à des obligations. Alors, sauf quand elles sont réservées à des investisseurs professionnels, mais sinon, même un particulier peut acheter des obligations EDF, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un exemple très classique. La dette privée, qu'est-ce que c'est ? C'est également une émission d'obligation, mais donc qui n'est pas cotée par définition, et qui va être réservé à des investisseurs professionnels. En fait, il y a différentes façons de rentrer dans la dette privée. C'est soit vous émettez votre dette auprès de très peu de personnes. Donc, typiquement, vous présentez votre dette à moins de 150 personnes. Et là, effectivement, vous êtes dans de la dette privée. C'est-à-dire que le régulateur considère qu'il n'a pas besoin de valider un prospectus, etc., parce que vous adressez votre produit à très peu de personnes. Et donc, quelque part, vous ne touchez pas vraiment à l'épargne. Or, le régulateur, il protège l'épargne. Ça, c'est la première exception. Et la deuxième exception qui est la plus utilisée. Donc dans ce cas-là, c'est pas réglementé, c'est ça ? C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas besoin de déposer un prospectus à l'autorité des marchés financiers. Donc, tu peux émettre tes titres de créance auprès de ce qu'on appelle cercle restreint d'investisseurs. Ça peut être des investisseurs, des individus, et ça peut des être particuliers. des individus, exactement. Là, il n'y a pas de restriction.
Et la deuxième façon de le faire, c'est de s'adresser uniquement à des investisseurs professionnels au sens de la réglementation, donc typiquement des sociétés de gestion, des gros family office, des gérants privés, des grosses fortunes, qui eux, en fait, ne sont pas considérés comme des particuliers, mais des professionnels. Alors évidemment, quand on est une société de gestion et que c'est le métier du gérant d'investir dans les sociétés, il est professionnel de fait, mais il y a d'autres catégories, effectivement, comme les grosses fortunes qui peuvent rentrer dedans. Ok. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin non plus de prospectus. Pourquoi ? Parce que le régulateur considère qu'on est entre professionnels et que donc on n'a pas besoin d'aller solliciter l'AMF pour émettre ces titres. Et cette position de l'AMF, elle est similaire dans les autres pays européens ? Oui, c'est pas une position de l'AMF, c'est vraiment la réglementation européenne, alors qui est pas forcément exactement la même dans chaque pays, puisque chaque pays peut adapter, mais c'est grosso modo c'est un peu la même idée partout, effectivement. Donc ça veut dire que potentiellement dans tes clients ou tes partenaires, tu peux avoir des personnes morales qui agissent ailleurs en Europe. Tout à fait. Sur la plateforme, on a 250 investisseurs aujourd'hui, ce qui représente plus de 3 milliards d'euros de potentiel d'investissement. Et sur ces 250 investisseurs, on en a à peu près la moitié qui sont des sociétés de gestion et l'autre moitié qui sont des family office et des gérants privés qui, eux, peuvent être basés en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Et dans les sociétés de gestion, on en a qui sont basés au UK, en Espagne, en Italie, en Belgique, Luxembourg. Donc effectivement, oui, c'est tout à fait possible. Et quant aux sociétés qui lèvent de l'argent par ce biais-là, la plupart sont en France, mais on a levé de l'argent pour des sociétés italiennes, belges, espagnoles. Donc c'est aussi quelque chose qui est en train d'être harmonisé, de se développer au niveau européen. Ok, tu as une idée de la taille du marché ? La taille du marché est assez énorme, puisqu'en fait, rien que la taille du financement en crédit bancaire des PME en France, c'est dans les 350 milliards par an, 350 milliards d'euros. Donc si on se dit que l'obligataire va représenter peut-être 10% de ces financements-là, rien qu'en France, c'est un marché à 30 milliards d'euros par an. Extra. C'est un très très gros marché. Une autoroute pour toi. Une autoroute. Ok, écoute, c'est plus clair, merci beaucoup. Alors, donc on l'a compris, tu nous as parlé du pain point que tu avais identifié quand tu travaillais à l'AMF. Du coup, l'idée de créer Firm Funding, est-ce que tu peux revenir sur les tout débuts de la société ? Comment tu as mis en place la value proposition ? Est-ce que ce que tu avais en tête au départ a évolué ? Et finalement, pour arriver à la description de ta proposition de valeur aujourd'hui, est-ce que tu offres à tes clients aujourd'hui ? Alors, la proposition de valeur est restée la même. Ça a assez peu évolué. L'idée, vraiment, c'était de permettre la rencontre entre les investisseurs type société de gestion et family office et les PME. Alors, nous, on est sur des PME plutôt de plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires qui cherchent des financements. Alors, obligataires, dette mezzanine, donc un mix equity obligataire ou des obligations avec des options de conversion, donc ce qui existe, voire des financements mix equity obligataire. Et c'est des financements entre 1 et 20 millions d'euros. Donc, c'est des financements qui, si vous allez voir une grosse banque d'affaires et que vous lui dites, voilà, je vais mettre en place un financement de 5 millions d'euros, elle va vous dire, moi, je ne sais pas faire parce qu'en fait, c'est trop petit. Moi, j'ai un seuil en dessous duquel je ne descends pas, etc. Donc, l'idée, en fait, de cette plateforme, c'est effectivement de permettre aux investisseurs de rentrer directement en contact avec les sociétés. L'un des points importants, qui m'a semblé important depuis le début, c'est que le financement, c'est un métier et les sociétés, en général, sont accompagnées dans ce métier-là par des conseils, qui sont des conseils haut de bilan, des boutiques M&A, donc des petites banques d'affaires qui, justement, s'occupent de ces tailles-là de financement et de ces tailles-là de sociétés. Qui, par exemple, tu pourrais citer Qui on pourrait citer des gens comme Cambon Partners, comme Clearfield, comme MBA Capital. Et en fait, ces gens-là sont très actifs et aident beaucoup les sociétés d'abord à connaître les différentes propositions de financement auxquelles elles peuvent accéder et puis les aider dans la mise en place. Et donc, depuis le démarrage, moi, j'ai structuré la plateforme pour intégrer en fait ces conseils-là. Et donc, les personnes qui déposent des dossiers de financement sur la plateforme ne sont pas les PME en direct, mais ces conseils haut de bilan. Voilà. Et ça, c'est un point important. C'est un point important parce qu'effectivement, ce sont des personnes très importantes dans cette chaîne du financement et à mon sens, il ne fallait pas chercher à les contourner. Du coup, leur proposition de valeur à elles, comment ça s'intègre si tu regardes la chaîne de valeur ? Alors, leur chaîne de valeur, c'est qu'en fait, eux, leur valeur ajoutée, c'est quoi ? C'est de bien conseiller le client en amont et de bien négocier avec les investisseurs.
Le côté recherche d'investisseurs était finalement un pain point pour eux aussi, parce que c'est quelque chose qui est très chronophage quand c'est fait de manière traditionnelle. C'est très chronophage, il faut l'organiser, faire signer des NDA, envoyer des teasers, regarder qui a répondu, pas répondu, relancer, etc. Et c'est finalement pas ce qu'il y a le plus de valeur ajoutée dans la relation à leurs clients. Et donc, si vous voulez, Firm Funding leur permet, en déposant les dossiers, de toucher en un seul coup, enfin d'une seule fois, quasiment l'entièreté des investisseurs qui vont pouvoir être intéressés par le projet, donc qui perdent beaucoup moins de temps. Enfin, ils gagnent du temps en fait sur cette partie-là, et d'autre part, nous on réunit quasiment tous les investisseurs, et c'est un marché qui est en évolution, donc il y a des nouveaux investisseurs qui se créent quasiment tous les mois, hein, donc qui ouvrent des fonds de dette par exemple dédiés sur de la PME, ou des family office qui veulent pas trop être connus entre guillemets, enfin qui ont envie de se manifester sur des dossiers qui les intéressent, mais pas forcément d'être contactés par tous les conseils de bilan de la place. Et donc ça leur permet effectivement d'accéder à ces gens-là. Donc j'ai hyper simplifié, hein, mais c'est une plateforme de mise en relation. Tout à fait. Voilà, qui va permettre à des personnes qui recherchent du financement d'aller trouver des investisseurs. Exactement. On m'a récemment dit qu'on était un peu le Tinder des PME, et en fait je pense qu'on peut effectivement le résumer comme ça, puisque très vite on sort de la plateforme, hein. L'idée c'est ça. C'est-à-dire que les investisseurs sont notifiés quand un nouveau dossier est mis en ligne, ils y accèdent, au teaser, à un certain nombre d'informations. Alors tout ça peut être anonymisé, contrôlé, etc. Et puis, si le dossier les intéresse, ils ont directement les coordonnées de l'intermédiaire qu'ils peuvent donc contacter et poursuivre les échanges en dehors de la plateforme. Ça, c'est quelque chose qui a évolué, parce qu'au démarrage, moi, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de choses qui se feraient sur la plateforme, jusqu'à la signature électronique du contrat qui était prévu. Oui. Et en fait, je me suis aperçue que ça marchait pas comme ça. C'est un marché qui reste quand même très humain, avec beaucoup d'échanges. Oui. Et on ne met pas 5 millions d'euros dans une boîte sans avoir rencontré les dirigeants, sans avoir fait un minimum de due diligence. Oui. Et donc, en fait, la partie avec la value proposition qu'on pouvait apporter, nous, c'était ce flux, en fait, pour les sociétés de gestion et les family office, ce flux d'investissement potentiel, d'opportunités. Et puis, pour les PME et leurs conseils, l'accès à ce pool d'investisseurs. Mais finalement, le reste devait rester manuel, entre guillemets, voilà, avec de l'humain. Donc effectivement, Tinder, c'est probablement un bon exemple. C'est bien résumé. Enfin, on comprend l'image. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va regarder, j'aimerais bien que tu nous expliques un use case pour vraiment comprendre. Avant qu'on aille sur ce use case, je voulais quand même savoir comment tu générais de la traction sur ce business, parce que c'est du B2B. Est-ce que du coup c'est plutôt du bouche à oreille? Qu'est-ce qui va faire que les personnes vont venir poster sur la plateforme leur projet d'investissement, ou les family office se connecter pour avoir accès à cette information? Alors au début je dirais que c'était plutôt du porte-à-porte, c'est-à-dire qu'il fallait se faire connaître du marché, donc effectivement ça demandait pas mal je dirais d'actions vers à la fois les family office, les sociétés de gestion, les conseils de bilan. Et puis maintenant, il y a effectivement pas mal de bouche à oreille. On bénéficie pas mal de bouche à oreille, soit chez les investisseurs, soit chez les conseils. Quand ils échangent entre eux, on a un certain nombre de partenariats, notamment avec l'AFIT, qui est l'association qui réunit les conseils de bilan. Ça veut dire quoi? L'AFIT, c'est une association qui réunit, c'est Association pour le financement des entreprises. D'accord. Et qui réunit en fait les conseils de bilan autour de bonnes pratiques, puisqu'en fait, il faut savoir que le conseil de bilan, c'est un métier qui n'est pas régulé. Et donc c'est à la fois pratique, hein, puisque effectivement c'est libre d'exercice, et en même temps voilà, les personnes qui exercent ce métier le font sérieusement, et donc ont envie d'avoir des bonnes pratiques communes, de pouvoir échanger entre eux. Et donc il y a quelques associations, dont la FIT, qui est vraiment une association phare, qui se sont mises en place pour aider justement ces conseillers de bilan à pouvoir se rencontrer, échanger, être au courant des dernières actualités réglementaires, etc. Ok, parfait. Alors, je voulais qu'on fasse un petit stop réglementaire, mais on a déjà dit beaucoup de choses. Oui. Peut-être qu'en utilisant un use case, tu pourras nous faire un focus, parce que moi, ce qui m'échappait aussi, et d'ailleurs, en préparation de cette interview, tu m'en as brièvement parlé, c'était la partie justement processing transactionnel, enfin donc le transactionnel. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un use case du début, vraiment, la mise en relation sur ta plateforme, jusqu'à l'investissement in fine? Alors, donc typiquement, mettons un cas concret, un cas de vignoble, par exemple, un conseil qui met en ligne un projet pour un de ses clients qui est un vignoble du sud-ouest de la France,
qui fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a une problématique de transmission, entre guillemets, puisqu'il doit sortir un fonds minoritaire qui est à son capital. Et il souhaite, au lieu de se rediluer... C'est-à-dire sortir un fonds minoritaire? C'est-à-dire que le fonds, qui est au capital depuis un certain temps, souhaite sortir de la société, donc souhaite revendre ses parts. D'accord. Et donc la société a plusieurs possibilités. Soit elle fait rentrer un autre actionnaire à la place, soit elle dit je vais plutôt financer ça en dette privée, comme ça je me dilue pas et j'utilise la dette privée pour racheter ces titres. D'accord. Donc ça c'est un exemple réel qu'on a vécu. Donc il met son dossier en ligne. Et comment il le met en ligne? Il se connecte sur son compte, il fait créer un financement, il rentre un certain nombre de données. Il paye pour mettre en ligne le dossier, parce que nous, notre business model, c'est donc un paiement à la mise en ligne du dossier, mais on ne perçoit pas de frais de succès. Donc on est vraiment payé uniquement à la mise en ligne. Et dans les documents qu'il va donner, c'est quoi? Info mémo, business plan, cabis, statut, dernier compte de la société. C'est assez simple. Et vous screenez Bien sûr. Alors nous, on n'est pas une plateforme complètement... vous pouvez pas mettre ce que vous voulez en ligne. C'est-à-dire que nous, on refuse à peu près un dossier sur 2 de ce qui nous est présenté. Mais généralement, c'est une discussion qu'on a en amont avec les conseils. L'idée étant de ne mettre en ligne que des projets qui ont quand même de très grandes chances de se convertir et donc qui sont adaptés en termes de taille, de secteur... de sujet du financement pour les investisseurs de la plateforme. L'idée, c'est que nos clients soient contents, donc aussi bien côté investisseur que côté conseil. Ok. Et vous utilisez des experts pour analyser les informations qui sont envoyées? Parce que parfois, ça peut, quand ce sont des business un peu particuliers, justement comme le vignoble, ça nécessite peut-être une expertise au préalable avec un expert, ou vous faites en interne? Non, honnêtement, pas particulièrement, parce qu'on a quand même... nous, on connaît bien les stratégies d'investissement, notamment des sociétés de gestion, et donc c'est assez facile de savoir si ça cadre ou pas, quoi. D'accord. Donc là-dessus, on n'a pas besoin de faire intervenir donc d'experts. il remplit tout en ligne? Il remplit en ligne. Okay. Les investisseurs sont notifiés quand le dossier est mis en ligne. Ils se connectent. Là, ils accèdent à un teaser qui leur donne globalement des informations sur la société et l'opération. S'ils sont intéressés, ils peuvent aller voir les documents, donc info mémo, business plan et autres. Et ils ont donc directement les coordonnées du conseil. Et donc, ils vont prendre contact avec ce conseil pour dire, voilà, le dossier m'intéresse, j'aimerais avoir des informations complémentaires, ou j'ai des questions, j'aimerais rencontrer le management, etc. Donc ça se passe ensuite offline. Ça sort de votre scope. Exactement. Alors nous, on fait un suivi. Les dossiers restent en ligne 2 mois. Tous les 15 jours, on fait un point téléphonique avec le conseil pour savoir qui sont les investisseurs qui ont pris contact, où est-ce qu'ils en sont, etc. Et on renvoie des emails aux investisseurs, donc un email global pour rappeler qu'il y a des nouveaux dossiers en ligne et donc les inciter à se connecter et à aller voir les dossiers qui sont en ligne. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement de les accompagner et de veiller à ce que le déroulé du dossier se passe bien. Ok, ça c'est clair, ça c'est côté société PME. Côté investisseur, pour être connecté, avoir accès à votre plateforme, comment est-ce que vous faites? Alors ça c'est très simple aussi, on se connaît, on se crée un compte, on se déclare investisseur qualifié, donc au sens de la réglementation, et on signe électroniquement une déclaration investisseur qualifié qui inclut un engagement de confidentialité sur les dossiers auxquels on va accéder. Et nous, après, on valide ces comptes manuellement. Donc là, 2 cas de figure. Soit c'est des gens qu'on connaît ou qui ont pignon sur rue. Donc c'est facile pour nous de vérifier que ce sont bien des investisseurs professionnels. On les valide. Soit on ne les connaît pas. Et là, à ce moment-là, si après quelques recherches, il n'est pas forcément clair pour nous que soit ils ont une stratégie d'investissement qui correspond bien à ce qu'on propose sur la plateforme, soit ils sont bien investisseurs qualifiés, on leur envoie un email et puis on échange avec eux en amont de la validation de leur compte. Donc on fait très attention en fait à qui se connecte à la plateforme et il y a toujours un process manuel de validation des comptes. Oui, parce que il faut quand même contrôler derrière que ce soit une vraie société de gestion. De toutes les façons, il faut qu'on reste nous dans ce qu'on appelle le placement privé. Donc il faut qu'on reste dans dans le fait de ne s'adresser qu'aux investisseurs professionnels. Donc effectivement, même nous, pour nous protéger, il faut qu'on fasse attention à qui s'enregistre sur la plateforme. Ok, et du coup, cette solution, donc techniquement que vous avez développée, c'est vous qui l'avez développée ou vous avez externalisé le développement? Non, alors au démarrage, oui. Au démarrage, j'avais souscrit à une plateforme de crowdfunding en marque blanche que j'avais remise à nos couleurs, parce qu'effectivement, nous, on ne fait pas de crowdfunding, mais ça nous permettait en fait, d'assez vite avoir une solution technique qui fonctionne pour pouvoir commencer à travailler. Et puis assez vite, en fait, on a développé une plateforme propre. Alors, mon premier salarié, qui est également actionnaire de la société, c'est notre CTO, Thomas Gilles, donc notre directeur technique qui a développé toute la plateforme et qui travaille aujourd'hui avec une équipe de 2 développeurs.
et qui apporte des évolutions constantes à la plateforme. Ok, très bien, merci beaucoup. J'étais intéressée que tu me décrives aussi au niveau des flux financiers, parce qu'il y avait certains cas de figure où vous pouviez vous prendre en charge. Oui. Tout à fait, les flux financiers. Voilà, ouais. Oui, parce qu'en fait, ça c'était un peu dans l'idée du démarrage de la plateforme, donc où je pensais que toute la chaîne en fait se ferait sur la plateforme. On avait donc besoin de pouvoir faire également circuler les flux. Et donc, je me suis rapprochée de BNP Paribas, qui travaille beaucoup avec des fintechs, qui a donné son accord pour que nous soyons agents de prestataires de services de paiement de BNP Paribas. Donc, en résumé, qu'on ait une forme de prêt de la licence bancaire de BNP pour ces opérations-là, et qui nous permettent donc, quand les fonds étaient reçus chez nous, en tant qu'agent payeur, d'aller le verser à la société, puis à chaque coupon, dans le cas des obligations, de recevoir le coupon de la société, puis de le verser aux différents investisseurs quand il y avait différents investisseurs. Donc ça, c'est un process qui est intéressant parce que ça nous permettait aussi d'être, puisque c'est l'enregistrement en fait d'un agent pour une banque est soumis au contrôle de l'ACPR, donc qui est le régulateur des banques et des assurances, qui a donc du coup par la même occasion audité entre guillemets tout notre business model et donc pour moi venant de l'AMF, c'était rassurant aussi d'avoir une forme de contrôle réglementaire sur notre activité. Donc vous avez un visa de l'ACPR. Alors c'est pas vraiment un visa parce qu'en fait c'est un enregistrement, donc il faut être précis dans les termes. Donc nous sommes enregistrés en tant qu'agent de prestataire de services de paiement, donc sur la partie paiement effectivement qu'on peut effectuer. Donc on est habilité à recevoir des fonds pour compte de tiers en fait, dans le cadre des opérations de la plateforme. Et à reverser ces fonds à l'émetteur quand c'est le versement initial et aux investisseurs quand ce sont les versements de coupons ou de remboursement. Et je vais peut-être poser une question un peu naïve, mais vous avez des obligations réglementaires ou de due deal qui naissent de oui, bien sûr. Ouais. C'est ce qu'on appelle le KYC, donc le Know Your Customer, donc notamment sur les obligations anti-blanchiment. Donc en fait, c'est BNP Paribas qui réalise ces contrôles-là. Mais donc nous, on ne peut pas recevoir des fonds tant que BNP Paribas ne nous a pas dit OK, ce mais client... Mais c'est eux qui donnent le sign-off, c'est pas à votre société de faire la due deal. Tout à fait. Ça, c'est des process bancaires assez lourds. Ouais. Et alors, cette chose, c'est qu'on a développé avec BNP une plateforme KYC digitale. Excellent. Qui permet aux investisseurs de faire leur parcours de KYC totalement en ligne. Et donc ça, effectivement, c'est assez novateur. Voilà. Génial. Et ça, c'est vous qui l'avez développé ? On l'a développé avec BNP. Donc c'est BNP qui nous a proposé le parcours et puis on a discuté ensemble des améliorations et Génial. Autres. Donc ça c'est très bien. Et donc cette possibilité donc de faire circuler les flux, en fait, on ne l'utilise pas, on ne l'impose pas. C'est-à-dire que certaines sociétés de gestion ont leur propre agent payeur et n'ont pas forcément besoin de passer par nous. Mais c'est très utile, notamment quand ce sont des family office ou des gérants privés où il va y avoir plusieurs investisseurs et où là effectivement c'est intéressant pour eux de pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Et on propose d'ailleurs cette fonctionnalité en propre pour ce qu'on appelle des club deals, donc quand on a des conseils au bilan qui ont des clients intéressés par un projet d'un de leurs clients, et bien ils peuvent utiliser cette fonctionnalité sans passer par la marketplace, c'est-à-dire sans solliciter les investisseurs de la plateforme, mais en utilisant simplement en fait un parcours digital qui leur permet de très facilement indiquer qui sont les investisseurs du projet. Et les investisseurs reçoivent un mail, font leur KYC en ligne et peuvent envoyer les fonds chez nous. Et ça sécurise effectivement le processing de l'opération. Ok, super. Bah, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup. En termes de développement, donc là, ça fait combien de temps que tu as lancé Firm Funding ? Alors, j'ai créé Firm Funding en 2016, donc il y a 4 ans. 4 ans déjà. Mais le lancement opérationnel date de fin 2017, puisqu'on a eu pas mal de mises en place, techniques, réglementaires et autres. Voilà, donc on a fait nos premières opérations fin 2017. Et tes targets, tes objectifs horizon 24-36 mois, c'est quoi ? C'est de continuer évidemment le développement, notamment sur la partie européenne, donc de continuer à aller chercher à la fois des investisseurs et des sociétés européennes. Ça, c'est un premier développement. Le deuxième développement, c'est le développement produit. Donc aujourd'hui, on fait surtout on a commencé par du financement de dette privée pure, on s'est élargi à la dette mezzanine. Aujourd'hui, on fait aussi des financements mix equity obligataires. Donc ça, c'est un premier développement. Là, on vient de lancer, d'ouvrir également la plateforme aux cessions. Donc là, l'idée, c'est quand un conseil travaille sur un mandat de cession, il va pouvoir mettre en ligne son projet. Génial. Et ça va lui permettre d'accéder à la fois aux family office qui prennent des positions majoritaires et également aux fonds de private equity ou de private debt qui ne vont pas investir directement, mais qui vont passer l'info à leur participation.
Et on a de plus en plus de build-up qui se font via les participations de fonds de private equity qui vont financer ces participations pour qu'elles puissent racheter ou prendre une position majoritaire dans une société qui cherche à se vendre ou à s'adosser. C'est vrai que la crise du Covid a pas mal accéléré cette demande-là de la part de nos clients, puisqu'un certain nombre de sociétés, de PME, vont chercher à s'adosser à d'autres groupes pour pouvoir traverser la crise et continuer de grandir. Ok. Voilà, donc ça, après, on réfléchira aussi à d'autres produits éventuellement. Voilà, l'idée, c'est de faire à la fois un développement horizontal, entre guillemets, et puis sur les produits, et puis vertical aussi, sur des tailles de projets, peut-être un peu plus petites, peut-être un peu plus grosses. Pour vous donner quelques chiffres, jusqu'à présent, on a 250 millions d'euros de financement qui sont passés par la plateforme. Sur l'année 2019, il y en a eu 170 millions sur une trentaine de projets, avec un ticket moyen par opération de 5,5 millions. Super. Voilà, ce sont donc des projets qui allaient d'1,5 million à 15 millions. Donc on couvre vraiment toute la gamme, entre guillemets, entre 1 et 20 millions d'euros. Et puis on va continuer de regarder si on peut ajouter des services additionnels. Peut-être que la signature électronique reviendra, puisque le marché aussi progresse dans sa digitalisation. C'est vrai que le marché de la finance n'est pas forcément le secteur le plus digitalisé aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. On travaille aussi avec des banques qui cherchent à accélérer sur le digital et qui souhaitent par exemple utiliser notre plateforme en marque blanche en interne. Et ça peut être aussi des sujets de développement intéressants. Super. Si tu veux plus d'infos sur la signature électronique, il faut que tu écoutes l'épisode 6. Oui, je l'ai écouté. C'est vrai, avec LuxTrust. Ok, écoute, merci, c'est très clair. Le temps file. On arrive tout doucement vers la fin. J'aime bien toujours poser cette question-là à mes invités, savoir s'ils ont des recommandations pour les auditeurs et pour moi, de livres qui les ont marqués ou de podcasts, de sources d'inspiration nouvelles, de films que tu pourrais nous recommander aujourd'hui. Alors pour les entrepreneurs, moi je recommande. Je suis membre depuis quasiment le démarrage de Croissance Plus, donc qui est vraiment une association d'entrepreneurs extraordinaire et qui propose tout un tas de contenus et notamment de podcasts. Avec des interviews d'entrepreneurs qui donnent des conseils très pratiques sur comment on traverse une crise, comment on se lance, comment on rebondit, comment on pivote. Et donc moi je recommande vraiment à tous les entrepreneurs d'abord d'adhérer à Croissance Plus, parce que c'est vraiment une association moi qui m'a beaucoup aidée, parce que quand on crée sa boîte c'est pas forcément évident, et donc pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs, se rencontrer, se retrouver autour d'événements, c'est très intéressant. Et puis ça permet effectivement aussi d'accéder à du contenu qui est très, très intéressant et qui fait progresser. Voilà. Donc c'est l'objectif et je trouve que c'est très positif. Et si on veut savoir, alors moi j'ai été sur ton site que je trouve très bien fait parce qu'il y a des use cases qui sont bien décrits et qui expliquent les différents cas de figure qu'on peut rencontrer. Mais est-ce que tu aurais peut-être des sites ou des chaînes YouTube pour expliquer peut-être plus en détail ce que c'est que la dette privée ou Alors, vous pouvez aller sur notre site. Sur notre site, on a publié un white paper sur la dette privée. On a un livre blanc sur la dette privée que vous pouvez télécharger depuis notre site internet. Ainsi qu'un livre blanc également, un guide d'utilisation plutôt de la plateforme, donc pour savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, etc., avec des screenshots. Donc effectivement on essaye de publier pas mal de choses. Après on est aussi membre de France Invest qui est une association qui regroupe toutes les sociétés de gestion et tous les investisseurs en fait dans l'économie française, qui publie aussi régulièrement des choses très intéressantes, des papiers très intéressants sur la dette privée, le private equity, donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site de France Invest qui est très riche aussi pour ce genre d'informations. Parfait, merci beaucoup Florence. Merci Solène. Si on veut te suivre, on te connecte facilement sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on est assez actif sur LinkedIn, donc n'hésitez pas. Parfait, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.